Bonjour, bonsoir, c'est là où vous vous trouvez, chers amis. Nous vous disons en tout cas merci de l'intérêt que vous portez sur Congoscopie, cette émission qui analyse les faits politiques, sociaux et autres concernant la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Melbourne, en Australie, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un chevalier de la plume. Il s'agit bien d'Eric Mwamba, un journaliste en tout cas très, très réputé qui a fait beaucoup de travail en Afrique en général et au Congo en particulier. Bonjour Eric, Bonjour Claude, comment ça va? je vais bien, merci. Et vous? Ah, ça va très bien. Merci en tout cas d'être venu ici sur Congoscopie. Bon, nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Nous sommes tous journalistes. Vous, comme je l'ai dit, vous êtes plus dans la presse écrite, alors que moi je suis dans l'audiovisuel. Et nous voulons tous essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé, ce qui vient de se dérouler chez nous. Il s'agit bien de l'élection de Félix Tshisekedi. Quel est votre avis, en tout cas, avant d'aller dans la profondeur des choses? Bon, mais c'est à chaud, hein. Je peux dire que les résultats des élections, surtout la présidentielle, sont inédits, puisque ça fait la première fois depuis l'indépendance, 1960 jusqu'à aujourd'hui, que le régime en place organise les élections et qu'il y a un membre de l'opposition qui est porté à la tête du pays. Et c'est aussi quelque chose d'inédit au niveau de la sous-région et en Afrique francophone d'une manière générale. Ouais, il faut bien dire, comme vous l'avez dit, en tout cas au Congo, c'est inédit. C'est la première fois que nous avons un ancien président qui vient de quitter le pouvoir à la suite d'une élection, même si les résultats, quelque part, sont contestés, mais ça ne s'est jamais fait. Oui, d'abord, avant de parler de contestation, il faudrait mettre un peu un barreau d'honneur sur ce que tu étais en train de dire. Ouais. Le président Kabila qui avait 2 mandats constitutionnels et qu'à la fin de ces mandats, contrairement à ses pairs au niveau de la sous-région, le Congo a une position particulière d'avoir 9 voisins et pratiquement tous ces voisins ont fait, les chefs d'État ont fait des tripatouillages au niveau de la Constitution pour se maintenir. Mais Joseph Kabila, qui est, je souligne, plus jeune que tous ces chefs d'État, décide comme ça de respecter. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pression au niveau interne et au niveau externe, mais il y a aussi sa propre volonté. Il y a une phrase célèbre en Afrique, je crois que c'est Omar Bongo qui en était l'auteur, qui dit « On n'organise pas les élections pour les perdre ». Et là, voilà Joseph Kabila qui organise les élections, qui avait son dauphin, mais c'est un opposant qui est élu. Donc, il faut souligner, ça c'est très important. Maintenant, au niveau des contestations, il y a quand même des contestations. C'est toujours un peu inédit, puisque au lieu que les contestations viennent du camp adverse, du camp du pouvoir, puisque c'est un opposant qui est élu, mais curieusement, c'est un autre opposant qui conteste. Donc. Bon. Il faut dire que, comme vous dites, en tout cas, c'est des choses qui ne se sont jamais faites. Ouais. Mais est-ce que Fayoulou, qui a perdu, avait des raisons valables de contester ces élections, selon vous? Je pense qu'il était porté par des grands leaders au niveau national. Jean-Pierre Mbemba à l'Équateur, Bouissa Nyamwisi à l'Est, Adolphe Muzito, un ancien Premier ministre, dans le Grand Bandondo, où il y avait aussi le professeur Matungulu, qui est une personnalité connue dans le pays pour avoir démissionné à l'époque où il était ministre des Finances. Et ils ont créé, à la suite de l'accord de Genève, qui a réuni les 7 leaders de l'opposition, la coalition Lamuka, avant que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne puissent se rétracter. Mais je pense que Martin Fayulu avait raison de penser qu'il va être le vainqueur de cette élection à partir du moment où tous ces grands leaders qui avaient pratiquement quadrillé l'ensemble du territoire national les soutenaient. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... ce sont des gens aguerris en matière de lobbying. Vous avez Moïse Katumbi, par exemple, qui est un leader incontesté au niveau du Grand Katanga. Donc, fort de tous ces atouts, je pense que Martin Fayulu avait raison de penser qu'il va être le vainqueur, le favori de cette élection. Mais maintenant, j'ai toujours dit que
les voies de la politique sont aussi insondables que celles de Dieu. Et donc, je pense qu'on va développer dans cette émission. Absolument, on en parlera. En tout cas, il n'y a pas de sujet tabou. Nous allons parler de tous ces aspects qui tournent autour de cette élection au Congo. Martin Fayulu, on reste un petit peu sur lui. Il a peut-être aussi été encouragé par ce que les évêques ont dit, même si les évêques n'ont pas dit que c'était lui qui a gagné, mais tout semblait porter à croire que c'est ce que les évêques voulaient dire. Comment vous lisez-vous le rôle de la SENCO dans tout le processus? Bon, vous savez, la plus grande équation au Congo, il y a eu d'abord une guerre entre la communauté internationale et le gouvernement. Le président Kabila qui disait qu'on va organiser les élections. Le Congo va organiser les élections pour la première fois, puisque n'oublions pas que ça fait le 3e cycle électoral depuis 2006. Après, il y a eu 2011. Et ces élections qui devaient avoir lieu en 2016, qui ont été reportées quelques fois jusqu'en 2018, compte tenu de la dimension de la RDC et du fait qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure, de voies de communication qui relient les différents pôles du pays, la communauté internationale a demandé au gouvernement de leur apporter un soutien logistique. Je pense que comme le processus électoral n'était pas jugé transparent par l'opposition, je pense que Martin Fayulu et la coalition qui le portait au pouvoir ont commencé véritablement la campagne électorale et le déploiement de leurs moyens, les témoins, en retard. Ouais, parce que je ne vous interromps pas. Ouais. Ils ont, pendant très longtemps, ils sont limités à la logique. On ne va pas aux élections parce que la machine à voter est là. C'est une machine à voler. Donc, ils n'ont pratiquement pas fait grand-chose jusqu'au dernier moment pour réaliser qu'ils étaient pratiquement forcés d'aller dans le processus. Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée concernant la CENCO, la conférence épiscopale du Congo, l'Église catholique, comme on le sait, a ses paroisses sur l'ensemble du territoire national. Donc, et l'Église catholique a toujours joué un rôle politique important depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'Église catholique a revendiqué 40 000 observateurs. Alors, Martin Fayulu s'est basé sur le travail des observateurs de la CENCO, la CENCO qui a déclaré après la publication des résultats provisoires par la CENI que les résultats ne sont pas conformes aux données qu'ils avaient. Donc, comme on sait que la campagne électorale, la présidentielle qui avait aligné 21 candidats, mais il y a eu 3 candidats qui se sont détachés du lot et que la CENCO, depuis très longtemps, mettait déjà un discours contre le régime en place. Donc, je ne pouvais pas croire qu'en disant que les résultats ne sont pas conformes, ils étaient en train de soutenir Emmanuel Shadari, le candidat du président Kabila. Donc, comme c'est Félix Tshisekedi qui était proclamé, c'est sûr que la CENCO pensait que c'est Martin Fayulu qui devrait être. Alors, voilà un peu les cadres dressés. Les élections se sont tenues, les résultats contestés. Mais bon, la Cour constitutionnelle confirme Tshisekedi comme président. Pendant qu'on attendait la confirmation ou l'infirmation des résultats, l'Union africaine lève les tons en disant qu'ils ont des doutes sérieux sur les résultats. Et c'est la première fois qu'ils ont dit ça. Et c'est la première fois que l'Union européenne aussi... Il y a beaucoup de... Il y a première fois au Congo. Il faut comprendre, hein, c'est la position du Congo qui est une position très stratégique par rapport à sa situation géographique, mais aussi aux minéraux, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce chef d'État quand ils ont dit ça? Parce que c'est inédit. Je pense que c'est un problème au niveau du positionnement par rapport à la personne qui appelait à diriger le Congo. Puisqu'on sait que le président Paul Kagame, malgré le fait qu'il y a beaucoup de problèmes, de conflits entre la RDC et le Rwanda, mais au départ, à l'origine du pouvoir du président Kabila, c'est quelqu'un qui a joué un rôle dans l'avènement du pouvoir AFDEL.
dont la continuité est assurée en place jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous avons dit dans l'introduction que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un au niveau international qui a eu quand même de l'aura. Et le résultat disent autre chose que je crois, c'est que les leaders au niveau international, c'est à quoi ils s'attendaient. Donc je suis porté à croire que le président Paul Kagame voulait se positionner par rapport à la personne qui va diriger le Congo pour des intérêts, puisque eux aussi, le Rwanda est en train de se développer de manière extraordinaire et beaucoup d'observateurs pensent qu'ils tirent profit des conflits au Congo pour le faire. Alors, c'est comme ça qu'ils ont essayé. Et puis, il y a aussi une autre dimension, la France. Les ministres français des Affaires étrangères, qui était le premier. Et d'ailleurs, inédit aussi, ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas la position du gouvernement français puisque les résultats ont été publiés tard la nuit et très tôt le matin, le ministre français des Affaires étrangères fait une déclaration pour dire que les résultats ne sont pas conformes. Mais il abonde un peu dans le même sens que la Sénéco. Donc vous pensez que la position de Kagame et les 3 chefs d'État, je crois, il y avait, cette position-là a été d'une manière ou d'une autre influencée par des lobbying, enfin la communauté internationale, notamment la France et d'autres puissances internationales. Oui, je pense, puisque dans leur modus operandi, les puissances occidentales, quand elles essayent quelque chose et qu'elles ont l'impression que ça ne marche pas, elles utilisent les organisations sous-régionales ou régionales au niveau du continent concerné. Et vu que c'est le ministre des Affaires étrangères français qui était le premier à hausser le ton et que Kinshasa s'est radicalisé, je suis porté à croire qu'ils ont tenté d'utiliser le Paul Kagame en tant que président de l'Union africaine, mais puisque plus tard, le secrétaire général de l'ONU a dit que ce n'était pas la position de l'Union africaine, c'était quelques chefs d'État qui se sont, un petit groupe de chefs d'État qui s'est réuni à l'initiative du président, bien que c'est le président de l'Union, mais que ce n'était pas une position officielle. Ok. Bon, il y a eu beaucoup de choses, en tout cas, sur la scène internationale par rapport à cette élection au Congo. Rentrons un peu dans la politique congolaise pour voir ce que vous pensez de l'avenir, en fait, les marges de manœuvre de Tshisekedi. Avant tout, est-ce qu'il a la légitimité, selon vous? Si je vois la manière dont la campagne s'est déroulée, comme on a dit, il y avait 21 candidats présidents de la République, mais 3 d'entre eux s'étaient détachés du lot, Tshisekedi, Fayulu, les 2 pour le compte de l'opposition et Ramazani Shadari pour le compte du pouvoir. Et on a observé la campagne qui a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup de mobilisation au niveau de la population et on a vu que les 2 leaders de l'opposition, partout où ils passaient, ils semblaient bénéficier de la sympathie de la population dans les mêmes proportions, même si dans certains cas, Martin Fayulu semblait prendre le dessus à cause des alliances importantes qu'il les soutenait. Donc, du point de vue de légitimité, puisque la légitimité, c'est l'adhésion de la population, je pense que c'est quelque chose qu'on verra dans les jours à venir pour répondre définitivement à cette question. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a, puis vu aussi le poids de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, et celui de Kamere, l'UNC, qui sont des partis bien implantés, parce que la légitimité vient de la population. Donc je pense qu'on peut considérer qu'ils puissent avoir la légitimité. Alors, il y a une division tout à fait considérable au niveau de la population. Il y a une partie qui soutient Félix. Il y a une autre qui dit non, Félix n'a pas gagné les élections. Il y a eu un arrangement avec le pouvoir. Alors, peut-être qu'on ne saura jamais la vérité sur ce point de vue-là. Quel est votre avis sur ceux qui disent que Tshisekedi a juste eu cette position parce que Kabila lui a donné cette position-là? Je ne saurais pas dire non ou oui, comme on ne sait pas, on n'était pas avec eux. Ils ont fait des combines, mais on n'était pas avec eux quand ils faisaient des combines. Mais ce que je pense, c'est que, vous savez, Félix Tshisekedi a hérité d'une position très difficile à porter
Donc, il succède à son père à la tête d'un parti historique, l'UDPS, qui était accusé de mener un bon combat, de bien jouer. Certaines personnes utilisaient la métaphore footballistique, mais il ne marque pas les buts. Donc, je pense que c'était un opposant radical. Je pense que Félix Tshisekedi, moi, dans mon magazine Grand Journal que j'ai édité à Kinshasa, j'avais mis un titre à la une. En 2017 déjà, Félix Tshisekedi rassure Joseph Kabila. Donc il essaye un peu de jouer à la modération. Il essaye même pendant la campagne, on a vu, il essayait de tenir un discours rassembleur, de prôner la politique d'ouverture. Il disait, si je prends le pouvoir, l'UDPS ne va pas appliquer la politique de la chasse aux sorcières. Ce qui était aux antipodes de ce que son père prônait, qui lui, c'était le radicalisme. Si il prend le pouvoir, tous ceux qui sont impliqués dans les crimes économiques et assassinats seront poursuivis. Et quelque chose que un peu de manque de stratégie et manque de diplomatie. Je crois que Félix Tshisekedi a joué sur cet impôt-là et ça pourrait... puisque n'oubliez pas que, Claude, c'est très important pour faciliter l'alternance apaisée à la tête du pays, on doit composer avec le président en place, puisque s'il n'a pas de garantie pour sa sécurité, il peut se comporter comme ses pairs de la sous-région. Je crois que Félix Tshisekedi a joué sur la grande question que les gens se posent, est-ce que Félix Tshisekedi a été débauché par Kabila, comme Bruno Tshibala, comme c'est qui avait Bruno Sami Badibanga. Sami Badibanga. Et bien d'autres. Hein, depuis l'époque de Mobutu, chaque fois qu'il y a eu une crise, il y a eu ce genre de débauchage. Mais le problème, c'est que tous ces mondes-là qui ont débauché n'ont pas réussi à tenir tête au pouvoir en place. Et le fait que tout l'appareil étatique et entre les mains de Kabila et FCC, on trouve que c'est pratiquement... En fait, c'est très difficile pour Félix d'avoir des marges de manœuvre assez suffisantes pour faire sa politique. Donc, il risque... Il est pris en étau et donc il ne saura pas faire grand-chose. Ça sera une autre histoire comme Bruno Tshibala et d'autres qui sont moi, je pense que c'est le cas de figure complètement différent. Puisque n'oublions pas que Félix Tshisekedi n'est pas Premier ministre, il est président de la République. Et aujourd'hui confirmé par la Cour constitutionnelle qui était le dernier verrou pour accéder au fauteuil. Je pense que nous sommes, du point de vue de la Constitution, dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est-à-dire, le président, quelle que soit la situation, le président de la République partage les domaines de collaboration avec le Premier ministre qui vient de la majorité présidentielle. C'est très difficile de faire des conclusions à ce niveau, puisque n'oublions pas que l'FCC n'est pas un parti politique. Le FCC, c'est un panier à crabes, c'est un ensemble de... En tout cas, on va voir comment ça va c'est un ensemble de partis, de plateformes, etc. Félix Tshisekedi a deux possibilités. Soit il constate que le pouvoir qui l'a précédé a d'office la majorité au Parlement et il décide de coaliser avec eux, c'est-à-dire ils forment un ensemble, puisque n'oublions pas qu'il n'est plus opposant puisqu'il est président de la République, ou soit alors il tient compte du fait que le FCC est un ensemble de différents partis qui ont différentes idéologies, il nomme un informateur qui va descendre là-bas, identifier la majorité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est possible puisque la coalition cash qui a porté Félix Tshisekedi peut à ce moment-là se faire... des alliances au niveau, les députés ont le droit même à titre individuel de rallier la position du chef de l'État et désormais c'est possible, ça dépend de la politique qu'il va jouer, c'est possible que Félix Tshisekedi puisse avoir la majorité au Parlement, le tout dépendra de la politique qu'il va prôner. Ce qui est important aussi c'est le fait que pour beaucoup d'autres personnes aussi, il fallait qu'un opposant. C'est un processus, c'est-à-dire le président Kabila
il fallait respecter la Constitution. L'enjeu de cette élection, c'était le respect de la Constitution. C'était le début de l'alternance. C'est-à-dire, quel que soit le cas de figure qui va arriver, si 5 ans après, la population constate que Félix n'a pas été à la hauteur des attentes de la population, on pourra faire de nouvelles élections qui vont porter une nouvelle personne, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire cette alternance qui n'est pas parfaite aujourd'hui, puisque c'est la première fois, comme on a dit dans l'introduction, où on va assister à cette... En tout cas, depuis que je suis né, c'est la première fois que je vais assister à la passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Ouais, il faut dire que ça, c'est quelque chose de gagné, bien que des mauvaises langues disent qu'il n'y a pas tellement d'alternance, parce que c'est Kabila qui reste, il y a Félix qui est là comme une sorte de figuration, un président sans pouvoir, il va régner, mais sans pouvoir. Donc l'alternance que la population attendait ne sera pas au rendez-vous. Mais n'oublions pas que la Constitution lui donne le pouvoir de dissoudre le Parlement. Et déjà, quelque chose de très important qu'il faut souligner, les organisations sous-régionales en Afrique ont déjà reconnu son pouvoir, l'ont félicité. Des chefs d'État à travers l'Afrique, à travers le monde commencent déjà à le féliciter. Il y a un précédent en Angola où le président Eduardo Santos s'est maintenu à la tête du parti, le MPLA, pour nommer Lorenzo à la tête du parti. Normalement, si vous n'avez pas le parti en Angola, vous ne dirigez pas. Donc, si vous regardez maintenant dans les médias, vous allez vous rendre compte que tous les médias ont dit que Lorenzo, c'est une marionnette, tu vas jouer aux figurations. Mais Lorenzo est parvenu à prendre le pouvoir. Moi, je pense, en tant que... Ça, c'est mon opinion. J'aimerais bien souligner. Je pense que le peuple congolais peut s'approprier la position de Félix Tshisekedi, l'encadrer, puisque s'il se sent... tu as posé une question au cours de cette émission à propos de la légitimité. S'il sent que son pouvoir vient réellement de la population, quel que soit ce qui pourrait s'être passé entre eux, mais s'il sent que la population est vraiment concernée par son pouvoir, je pense qu'il pourra composer avec la population, puisque la véritable souveraineté, c'est celle qui vient du peuple. Oui, mais quand vous parlez, ou en tout cas vous écoutez beaucoup de gens sur la toile, et ces jours-ci, presque tout le monde devient politologue, analyste, non, on en a plein la gueule. Excusez l'expression. Mais les gens disent que vous avez parlé de l'Angola, par exemple. Lorenzo avait quand même une certaine expérience militaire. Il connaissait le système. Il était dans les systèmes pendant très longtemps. Mais chez nous, Félix, c'est un novice. Il ne connaît pas grand-chose de la politique. C'est vrai qu'il était dans l'ombre de son père, mais sans grande responsabilité. Il ne s'y connaît pas. Il arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Comment est-ce qu'il va se débrouiller? Bon, c'est là où moi j'insiste sur le fait qu'il faut que la population, le peuple congolais apprenne à transformer les difficultés en opportunités. La position de Félix Tshisekedi peut être un piège pour lui-même. Mais le peuple congolais doit comprendre que c'est sa vie, c'est son destin qui est mis en jeu. Puisque Thomas Sankara disait qu'un peuple mûr ne laisse pas son destin entre les mains d'un individu ou d'un groupe d'individus, quelle que soit la compétence de ces derniers. Donc, puisque Félix est un produit de l'opposition, il faut que le peuple congolais, à travers les mouvements citoyens, à travers les médias, les contre-pouvoirs, les différents contre-pouvoirs qu'on puisse avoir au niveau de la société, au niveau de la diaspora, puisse dépasser l'émotion, puisqu'on est parfois très émotif, qu'on puisse se départir de l'émotion et se dire comment on peut, supposons qu'ils aient fait les jeux, le président sortant et entrant, mais comment nous pouvons récupérer la situation pour déjouer leur jeu, comment nous pouvons devenir des acteurs dans cette gouvernance, comment cette gouvernance peut être notre gouvernance. Moi, j'ai noté quand même avec satisfaction que même parmi les candidats présidents de la République, certaines grosses pointures commencent déjà à se prononcer en faveur de Félix Tshisekedi pour lui offrir
leur service. Parlons de l'opposition, justement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, l'opposition, c'est-à-dire Fayoulou et Bemba et Moïse et tout ce monde-là, selon vous, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent rester dans cette opposition, dans le sens où ils contestent la légitimité du pouvoir de Félix, ou bien ils peuvent se dire, ben écoutez, on n'a pas eu ce qu'on a voulu, mais quand même, on a réussi à faire partie Kabila et son dauphin. Il y a Félix qui est l'un des nôtres. Est-ce qu'on peut essayer de travailler dans le sens de préparer les nouvelles élections? Parce que 5 ans, ça passe vite. Ça passe très vite. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Bon, là, je pense qu'il y a 2 possibilités encore. C'est-à-dire, on ne peut pas aussi détruire l'opposition. L'opposition, c'est quelque chose de très précieux dans la construction d'une démocratie. C'est-à-dire, là, il y a 2 possibilités. Ils vont lever l'option. Soit ils font une opposition républicaine, constructive, qui va apporter sa contribution au pouvoir, au gouvernement. Et cette opposition a des prérogatives constitutionnelles. Elle doit être protégée par le président de la République et par le gouvernement. Là, Martin Fayoulou peut postuler au poste de leader de l'opposition. On appelle ça porte-parole dans la constitution de la RDC. Ou soit encore, Martin Fayoulou qui est quelqu'un de très bonne qualité, hein, qui est un leader de très haute qualité, mais qui est à la tête d'un petit parti politique. Et là, il va lever en tant qu'individu, à titre personnel, il peut soit lever l'option de travailler avec Félix, apporter son expérience, son soutien, sa contribution à Félix Tshisekedi, qui est quelqu'un avec lequel ils ont cheminé. Martin Fayoulou, c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'UDPS pendant très longtemps, du vivant d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, jusqu'à Félix. Donc les 2 hommes se connaissent très bien. Donc, apparemment, ils vont même dans une même église. Ils vont dans une même église. Je me demande pourquoi le pasteur n'a pas fait les médiations. Là, il faut l'esprit saint. Là, on ne sait pas. Mais pourquoi j'ai dit ça? Puisque la coalition, la MOUCA, c'était une coalition électorale. C'était une plateforme électorale. C'est-à-dire qu'après les élections, il est fort probable que les différents partis puissent recouvrer leurs identités. Dans leur plateforme, il n'y a qu'un seul parti sérieux, à mon sens, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba. Donc Martin Fayoulou pourra voir, est-ce que s'il postule au poste des leaders de l'opposition, est-ce qu'il aura le soutien, est-ce qu'il aura l'adhésion, puisque la personne appelée, puisque là, l'atout qu'il a, c'est les scores qu'il a réalisé, même s'il n'était pas le vainqueur des élections, mais il vient en 2e position. Donc, avec autant de millions de Congolais qui ont voté pour lui, qui lui donne la légitimité d'être les véritables leaders de l'opposition. Mais est-ce que les autres leaders, comme Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, vont lui donner leur soutien quand on sait que le microcosme politique congolais est un marigot à plusieurs caïmans. En tout cas, c'est très intéressant. Je réalise que, bon, il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas tout le temps. La diaspora, peut-être. Voilà, parlons de la diaspora avant de terminer. Je crois qu'on va refaire, on aura une seconde émission et on en parlera un peu plus. Mais le rôle de la diaspora, parlons un peu de ça, sur ce qui s'est passé. Évidemment, il y a une diaspora pro à Fachi, une autre qui est contre Fachi, et on trouve que il y a beaucoup de brouhaha dans la diaspora. Les gens, comment vous expliquez ce qui se passe au niveau de la diaspora? Moi, je pense que la diaspora, nous devons tous nous remettre en question. Donc, autant nous sommes exigeants envers les dirigeants de notre pays, autant nous devons être exigeants envers nous-mêmes. La diaspora, en tout cas combattante, puisque là, il faut distinguer aussi la diaspora économique qui contribue énormément à la RDC et la diaspora politique qui exerce une pression permanente sur les régimes en place au Congo. Cette dernière n'était pas pour les élections, puisque pour elle, elle se disait que le processus n'était pas transparent, qu'on connaissait que Corneille Nangaa, avec la machine, le président de la Commission nationale, ne pourra jamais prononcer les noms d'un opposant comme gagnant de ces élections. Donc, à partir de ces moments-là,
la diaspora combattante n'attendait pas grand-chose de ces élections. Et subitement, il se positionne comme pro-Fayulu. Il y a eu même quelque chose aussi d'inédit, comme nous sommes dans les inédits. Ouais. Quand le président Paul Kagame a annoncé sa descente à Kinshasa, on a eu comme l'impression que dans la diaspora, les gens soutenaient Kagame. Ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre. Parce que Kagame, c'est l'ennemi numéro 1 de la diaspora. C'est ça. Alors, moi, je pense que la diaspora n'a pas joué un rôle dans le processus électoral. Pour la diaspora, il fallait un soulèvement populaire, il fallait une révolution qui va mettre en déroute le régime en place. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire vous devez savoir comment vous vous positionnez par rapport à vos combats, par rapport à vos stratégies. J'ai l'impression que la diaspora n'arrive pas à se positionner. Elle est versatile, à l'image de nos hommes politiques qui sont aujourd'hui dans l'UDPS, demain dans le PPRD. C'est là que nous allons nous arrêter pour le moment. En tout cas, nous allons essayer de faire une seconde émission pour continuer cette discussion parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Il faut dire que dans la diaspora, il y a même des choses qui sortent sur Internet avec des injures, le tribalisme, ouais. Tout ça, c'est des choses en tout cas pas très catholiques qu'il faut éviter, malgré nos différences d'opinion. Il faut que nous puissions gérer les choses de manière un peu plus civilisée parce que nous sommes un peu plus avancés au niveau de la réflexion. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a quand même une certaine, en fait, comment dire, il y a une certaine avancée que Kabila n'est pas président, que Shadari n'est pas président, Félix est là. Malgré tout, c'est quand même quelque chose de bon pour les pays, même si vous ne supportez pas Félix. Alors, essayons de trouver comment nous pouvons nous rendre beaucoup plus utiles pour le Congo. Le temps peut-être de préparer les nouvelles élections et voir comment les choses vont évoluer. Alors, Claude, excuse-moi juste un petit mot. Martin Fayulu a tenu un discours, à mon sens, très responsable, puisqu'il a dit qu'il ne va rien faire qui va déstabiliser la paix. Donc, il va travailler dans la perspective de la cohésion nationale. Notre pays, notre peuple n'a que trop souffert. Les gens ont besoin de la paix, les gens ont besoin de la cohésion, les gens n'ont pas besoin encore des affrontements entre les ethnies. Pendant la campagne, les gens s'affrontent, les candidats s'affrontent, c'est normal, mais dès que la campagne est passée, je pense qu'il faut que nous puissions réfléchir à trouver des stratégies responsables pour continuer à changer la situation dans notre pays. Ce n'est qu'un processus. Ok, merci beaucoup en tout cas Eric pour le temps que vous nous avez donné de répondre à nos questions. Et la situation en tout cas va continuer. Nous aurons d'autres opportunités de parler en long et en large sur ce qui se passe au Congo. Ce n'est qu'un début. En tout cas, même ici, au niveau de la Congoscopie, nous aurons, ça fait un moment qu'on n'avait pas publié grand-chose, mais nous allons régulièrement revenir avec des émissions, des discussions. Nous comptons même d'ailleurs organiser une sorte de forum de la communauté congolaise ici à Melbourne, où les gens vont discuter et partager des analyses sur la situation au pays. Alors, nous vous souhaitons en tout cas bien de bonnes choses et à la prochaine. Merci beaucoup. Soutenez Congoscopie, un espace très libre pour exprimer vos opinions. Merci beaucoup en tout cas pour cette publicité, Eric. Merci beaucoup.